Depuis de nombreuses années, l'Allemagne a une tradition d'organisation de jeunesse. Il existait de nombreux groupes divers et variés, certains étant liés à une église ou à un parti politique particulier, d'autres n'étant pas sectaires. La plupart de ces groupes avaient pour thème commun la camaraderie et l'exercice physique. Certains de ces groupes se sont unis et ont prospéré, tandis que d'autres ont tout simplement disparu, en grande partie à cause du caractère de leur chef. Mais il ne fait aucun doute que la plus grande et de loin la plus réussie de ces organisations était la jeunesse hitlérienne, la Hitlerjugend. Le parti nazi trouve ses racines dans le tout jeune parti ouvrier allemand auquel Adolf Hitler adhère à contre-cœur en 1919. En 1921, ce parti est devenu le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, dont Hitler est le chef. Au cours de l'été 1921, Gustav Adolf Lank, un ancien dirigeant du mouvement national de la jeunesse allemande âgé de 18 ans, demande à adhérer au NSDAP. Mais sa demande est rejetée car il est considéré comme mineur. Lank persiste cependant, et son enthousiasme est tel qu'en 1922, une ligue de jeunesse du NSDAP est créée sous sa direction. L'adhésion était réservée aux Allemands aryens, âgés de 14 à 18 ans. Les étrangers et les Juifs ne sont pas admis. Cependant, la Sturmabteilung, SA, l'armée privée du NSDAP, a jugé nécessaire d'exercer un contrôle strict sur la nouvelle organisation de jeunesse afin de s'assurer de sa loyauté envers le Führer et les principes nationaux socialistes et, surtout, de veiller à ce qu'elle ne devienne pas trop indépendante. La Ligue des jeunes est divisée en deux groupes d'âge de 14 à 16 ans et de 16 à 18 ans, ce dernier étant connu sous le nom de Jungsturm Adolf Hitler. Cependant, la SA s'aperçoit rapidement que Lenk est peut-être un peu trop enthousiaste et il apparaît que sa direction oriente le mouvement de jeunesse vers une voie plus indépendante. Il est finalement évincé après avoir été accusé d'irrégularité financière et est remplacé par un nouveau dirigeant, Kurt Gruber. En 1926, le mouvement est rebaptisé Hitlerjugend et Gruber est nommé Reichsführer. Le mouvement compte désormais de nombreux membres éminents et l'un d'entre eux en particulier va devenir une menace pour le leadership de Gruber. Baldur von Schirach est le Reichsführer de la Ligue des étudiants NS et un membre actif de la SA. Schirach était très apprécié d'un capitaine de l'armée, Ernst Röhm, que Hitler avait nommé sur demande spéciale pour prendre la tête de la SA et qui était donc à son tour responsable de la Röhm et Schirach complotent de tous deux contre Gruber et en 1931, toujours sur instruction directe d'Hitler, Gruber est démis de ses fonctions. Schirach prend un nouveau rôle et un nouveau titre, celui de Reichsjugendführer, qui lui donne le contrôle total sous l'égide de la SA de toutes les questions relatives à la jeunesse. 8 mois plus tard, il prend le contrôle direct des jeunesses hitlériennes. Il enrôle de nombreux nouveaux dirigeants dans l'organisation. L'un d'entre eux est l'Obergebietführer Ritter von Schleich, une héritière de la Première Guerre mondiale connue sous le nom de Chevalier Noir et détentrice du Blue Max. En 1933, Hitler est nommé chancelier. Toutes les sections de jeunesse des partis politiques de gauche, désormais interdits, disparaissent rapidement. Les groupes de jeunes apolitiques restants, soumis à une énorme pression, ont rapidement suivi le mouvement. Hitler ordonne aux jeunesses hitlériennes de saisir tous les dossiers du comité du Reich des associations de jeunesse allemande. Von Schirach doit remplacer le comité par son propre conseil des dirigeants de la jeunesse allemande. Il reçoit à nouveau un nouveau titre. Il devient Jugendführer des Deutschen Reich, chef de la jeunesse du Reich allemand. Désormais, toute la jeunesse allemande relève de son autorité et toutes les organisations restantes sont englouties par les jeunesses hitlériennes. Un autre épisode va définitivement consolider le pouvoir des jeunesses hitlériennes. En juin 1934, Hitler, persuadé que les SA préparent une révolte contre son autorité, fait exécuter la plupart de leurs dirigeants, y compris son ami, le capitaine Röhm. Ce sont les SS,
les gardes du corps privé d'Hitler qui se chargent des assassinats. Les jeunesses hitlériennes s'associent de bientôt aux SS, déjà puissants. Hitler et von Schirach pensent que le mouvement de jeunesse représente le nazi de demain et que c'est de ses rangs que naîtront les futurs dirigeants. Le projet d'Hitler était clairement de reconstruire une Allemagne suffisamment forte militairement pour se lancer dans une nouvelle guerre de conquête. Les jeunesses hitlériennes comptent désormais plus de 8 millions de membres et sont appelées à jouer un rôle important dans ce grand projet. Le service obligatoire a finalement été introduit en mars 1939 pour toutes les personnes âgées de plus de 17 ans, suivi en 1941 par l'obligation d'adhésion pour les deux sexes âgés de plus de 10 ans. Mon intérêt pour les jeunesses hitlériennes s'explique par le fait qu'il y a quelques années, j'ai commencé à écrire un roman dont les deux personnages principaux étaient un Anglais, un adolescent et un Allemand. Ils étaient de très bons amis avant la guerre et mon histoire se poursuivait en racontant ce qui leur était arrivé après qu'ils soient devenus ennemis. J'ai décidé que, pour les besoins de l'histoire, il serait bon que le garçon allemand fasse partie des jeunesses hitlériennes. J'ai donc dû commencer à me renseigner sur ce qu'étaient les jeunesses hitlériennes et sur ce qu'elles faisaient. J'avais toujours su qu'elles existaient, mais je n'en connaissais pas les détails. J'ai donc commencé à faire des recherches et j'ai découvert que c'était un sujet très intriguant. J'ai commencé à rassembler quelques éléments et j'ai fini par écrire un livre sur les jeunesses hitlériennes alors que l'autre n'a jamais été publié. Au début du mouvement, les membres étaient de recruter sur une base entièrement volontaire. Mais très vite, de nombreuses incitations ou persuasions sont apparues et toutes n'étaient pas particulièrement subtiles. Si un jeune voulait s'engager dans un club sportif, par exemple, il devait d'abord prouver qu'il était membre de la Hitlerjugend. Plusieurs mouvements de jeunesse déjà établis ont adhéré en bloc dans l'espoir de conserver leurs membres au sein des jeunesses hitlériennes. Ils ont été confrontés à l'option brutale suivante. Adhérez maintenant ou votre organisation, bientôt illégale, sera immédiatement et totalement dissoute. Au tout début, tout se passait comme dans n'importe quel autre club de jeunes. Quelqu'un décidait de créer un petit groupe et d'autres personnes se disaient que cela avait l'air plutôt amusant. Allons-y et rejoignons-le. Un homme que j'ai rencontré très récemment m'a raconté qu'à l'âge de 12 ans, un de ses amis qui habitait dans le même immeuble et qui était beaucoup plus âgé que lui a dit « Tu es un musicien, tu joues du piano, viens nous rejoindre et tu pourras faire partie du groupe. » Il a été recruté en raison de ses capacités musicales, sans autre considération. Et c'était à une époque où normalement personne n'aurait été recruté avant d'avoir au moins 14 ans. C'est ainsi que les choses se sont passées. Puis, vers 1936, les règlements sont entrés en vigueur, stipulant que les jeunes devaient obligatoirement rejoindre les jeunesses hitlériennes dans leurs différentes composantes. Cette obligation n'était pas vraiment appliquée, mais en 1939, la loi a été promulguée à nouveau et par la suite, elle a été très fermement appliquée. Toute personne qui n'assistait pas aux réunions ou avant tout, toute personne qui ne s'inscrivait pas dans les jeunesses hitlériennes était poursuivie, ce qui pouvait avoir des conséquences très graves pour les parents. Un fonctionnaire dont le jeune n'était pas à sa place pouvait évidemment voir son emploi menacé. Ce serait certainement très mauvais, si ce n'est pour son emploi, pour ses chances de promotion. J'ai entendu très récemment le cas d'un homme qui me parlait d'un homme qui avait 3 fils. Ils sont allés à l'église le dimanche avec leur famille. La police est arrivée et a demandé pourquoi ils n'assistaient pas aux réunions des jeunesses hitlériennes. Ils étaient dans les jeunesses hitlériennes, mais ils allaient à l'église de préférence. Il a été condamné à une amende pour cela. La semaine suivante, la même chose s'est produite. L'amende a été doublée. La semaine suivante, l'amende a encore été doublée. Et la fois suivante, la police est venue et l'a emmené en prison ou dans un camp de concentration. Par pure chance, ils ont dû changer de train et c'est alors qu'un officier de la Gestapo, un ami du père, l'a vu dans la gare et s'est approché pour lui demander ce qu'il faisait ici et de quoi il s'agissait. L'histoire a été expliquée. L'officier de la Gestapo a alors discuté avec les 2 policiers et son ami est rentré dans sa famille. L'histoire ne raconte pas ce qui s'est passé le dimanche suivant. J'espère découvrir un jour si le père a dû aller se réfugier à l'intérieur. Mais il s'agit là d'une situation tout à fait normale. J'ai dans mon livre une petite note indiquant que votre fils a manqué 3 réunions sans excuse.
Ce serait un gros problème s'il ne se présentait plus. Le 20 avril, tous les enfants de 10 ans devaient s'inscrire à la Deutsche Jungvolk ou à la Jungmädels pour offrir un cadeau à leur Führer bien-aimé à l'occasion de son 47e anniversaire. À cette occasion, on leur aurait dit qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie appartient au Führer et que vous êtes désormais le garant de l'avenir de la patrie. Après une période probatoire d'environ 6 mois, ils passèrent le test du Pimpfenprober et étaient ensuite autorisés à porter la chemise brune et le bracelet en cuir. Il était pratiquement impossible qu'un jeune échoue à ce test, dont le résultat était consigné dans son dossier d'aptitude. Ces tests pouvaient inclure ce que l'on appelait un Mutprober qui exigeait une certaine forme d'aptitude au combat physique. Un ancien membre a écrit qu'une partie de son test consistait à sauter d'une fenêtre du premier étage en ordre de marche. L'idéal hitlérien pour les enfants allemands était en effet une doctrine de progression du berceau à la tombe qu'il avait si soigneusement planifiée pour chaque citoyen. À l'âge de 6 ans, l'enfant allemand commence à aller à l'école. À 10 ans, il est censé rejoindre la Deutsche Jungvolk et peut alors être sélectionné pour le lycée. À 12 ans, il y a une deuxième chance de sélection pour le lycée où, après un long processus de sélection, un garçon peut obtenir une place dans une école Hitler pour adultes. Ceux qui restaient dans le système scolaire normal avaient le choix d'opter pour une formation professionnelle ou technique. L'âge de passage dans les jeunesses hitlériennes est fixé à 14 ans. À 18 ans, les garçons sont censés rejoindre le parti ou l'une de ses organisations spécialisées. Les filles peuvent continuer jusqu'à 21 ans dans la foi et la beauté en se spécialisant dans la préparation des 3 K, jugés si importants pour la femme allemande. Il s'agit de Kinder, Kirche, Küche, enfant, église et cuisine. La nouvelle femme allemande devait être belle et en bonne santé. Elle doit être jeune pour s'occuper de la maison et avoir une vision politique correcte. Elle doit également être compétente en matière de premiers soins et prête à donner un coup de main dans les champs. Dans tout bon foyer national-socialiste, les enfants apprenaient très tôt que toutes les bonnes choses de la vie étaient dues à Adolf Hitler. Dans les groupes préscolaires, les différentes organisations féminines s'appuyaient sur ces fondements pour développer chez chaque enfant une dévotion à vie pour notre Führer bien-aimé. Le processus d'endoctrinement s'est poursuivi à l'école. À l'école, chaque leçon commençait et se terminait par la salutation allemande Heil Hitler prononcée en levant le bras droit. Pour les enfants un peu plus âgés, il y avait une leçon supplémentaire à apprendre. Eux et leur Führer bien-aimé ont les mêmes ennemis. Même à des enfants très jeunes et dans des classes qui comprenaient des jeunes juifs, un message était répété sans cesse : les juifs sont notre malheur. Après de nombreuses années d'endoctrinement aussi vigoureux, l'enfant chantera des slogans antisémites presque inconsciemment. Le Führer était convaincu que la formation et l'éducation du caractère passaient avant la formation de l'intellect. Tout au long de leur éducation, dès les premières années, les enfants de l'ère nazie se sont vus répéter que la meilleure chose qu'ils pouvaient faire était celle qu'on attendait d'eux : mourir pour leur pays et pour leur Führer. Les orchestres étaient très présents au sein du mouvement de la jeunesse hitlérienne. La longue trompette de fanfare avec sa bannière rouge, blanche et rouge est rapidement devenue le symbole de la jeunesse hitlérienne. Dès leur plus jeune âge, les Jungvolk faisaient partie de la fanfare de l'unité. Lors des grandes occasions, certaines de ces petites unités se regroupaient. Lors des marches, les jeunesses hitlériennes chantaient souvent, ce qui était une routine. De nombreux jeunes s'abîmaient la voix en criant plutôt qu'en chantant les chants agressifs ou provocateurs requis. Les jeunes apprenaient que le drapeau devait signifier plus pour eux que la mort elle-même. Il symbolise une nouvelle ère.
Dès le début, les jeunesses hitlériennes ont eu leur propre drapeau et l'ont beaucoup utilisé. Ils étaient arborés à chaque occasion possible et généralement en masse. Outre le respect que les jeunesses hitlériennes avaient pour leurs propres drapeaux et normes, les membres du grand public étaient censés, et même tenus, de lever le bras en signe de salut allemand chaque fois qu'un drapeau des jeunesses hitlériennes passait devant eux. La clé de voûte de la discipline dans les jeunesses hitlériennes était le Führerprinzip, le principe de leadership. L'autorité est dévolue au plus haut dirigeant de chaque organisation du parti, qui n'a pu accéder à ce poste qu'après avoir été nommé par le Führer lui-même. Il s'ensuit que tout ordre, même donné par un jeune de 13 ou 14 ans, est revêtu de la pleine autorité d'Adolf Hitler et doit donc être strictement respecté. L'obéissance aveugle et inconditionnelle est l'expression la plus souvent utilisée. En 1934, un service de patrouille, le Streifendienst, fonctionnait comme la propre police militaire des jeunesses hitlériennes et veillait à la discipline générale dans les rues. Il surveillait les petits délits et vérifiait que les membres des jeunesses hitlériennes avaient des chaussures bien cirées et portaient l'uniforme adéquat à tout moment. Les poches des membres étaient également contrôlées, car il était interdit de porter sur soi autre chose que des documents essentiels, un mouchoir propre et un peigne. Le SRD devait également veiller au bon comportement dans les auberges de jeunesse. S'il découvrait un groupe faisant un feu de cuisine dans les bois, par exemple, il était sévèrement puni. En outre, le SRD était à l'affût de tout soupçon de dissidence ou de subversion parmi ses camarades. Et, tout aussi important, parmi leurs parents et leurs familles. Certains SRD, spécialement sélectionnés pour ce travail, collaboraient étroitement avec les SS et la Gestapo. Après avoir quitté la Jungvolk, un garçon pouvait demander à rejoindre le SRD. Avant d'être accepté, il devait passer devant un jury composé de dirigeants de la SS et de la Hitlerjugend, ainsi que de médecins. S'il passait avec succès cette sélection rigoureuse et répondait à toutes les exigences en matière de loyauté politique, de conditions physiques, de type et de pureté raciale, il pouvait être admis au sein du SRD. Une fois admis, l'entraînement est placé sous le contrôle des SS et le sport prend une place importante, notamment la boxe et le jiu-jitsu. Les recrues devaient également étudier le maintien de l'ordre, le contrôle de la circulation et la lutte contre les incendies. Un membre sur 10 des jeunesses hitlériennes occupait un poste de dirigeant et était autorisé à donner des ordres, à prononcer des éloges ou des blâmes et, le cas échéant, à infliger des punitions. Les jeunes portaient l'uniforme du parti. Le parti était l'État. Par conséquent, toute action de ce type équivalait à une attaque contre l'État et aurait été sévèrement réprimée. Lorsque je m'adresse à des Allemands et que je leur pose deux questions, quelle est la meilleure chose dont vous vous souvenez des jeunesses hitlériennes et quelle est la pire? Ils répondent inévitablement que c'est la camaraderie qui est la meilleure chose. À bien des égards, il s'agissait simplement de se dire que nous sommes tous des enfants et que nous sommes tous égaux. Les enfants des foyers les plus pauvres se retrouvaient littéralement à se frotter à eux et en fait, s'ils en arrivaient de là, à s'asseoir sur eux. Ils se rencontraient, sur un pied d'égalité, ce qui plaisait beaucoup à beaucoup d'entre eux et, encore une fois, des gens m'ont dit que je parlais et faisais des choses avec des garçons qui ne m'auraient pas regardé d'un œil si nous avions été en civil, avec nos différents antécédents. Le pire, c'était l'éducation politique qui ennuyait la plupart d'entre eux. Ils recevaient des cours magistraux qu'ils étaient obligés de donner. Les enfants plus âgés qui donnèrent les cours ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient et étaient très gênés si un jeune plus intelligent posait une question. Il y a eu le cas d'un garçon à qui l'on avait expliqué que tout allait merveilleusement bien en Allemagne. Vous savez que le Führer faisait des merveilles avec l'économie. Et à la fin de l'exposé, il a dit « Eh bien, si c'est le cas, pourquoi ma mère ne peut-elle pas sortir et acheter du vrai café ?» Par la suite, aucune question n'a été autorisée après la fin des sessions politiques, car toute autre question aurait pu être tout aussi embarrassante et personne n'avait de réponse à leur donner. De la même manière, il y avait un groupe de BDM et on leur disait qu'avant longtemps, il serait de leur devoir de commencer à avoir des enfants pour le Führer. Vous savez, plus il y a d'enfants,
Mieux c'est, l'une d'entre elles a dit, sans réfléchir, « Pourquoi le Führer ne se marie-t-il pas lui-même et n'a-t-il pas d'enfant ?» Le chef n'a pas su quoi répondre, il a changé de sujet et l'a regardé d'un air sévère en lui rappelant qu'elles allaient toutes défiler le mardi suivant et qu'elles devaient être impeccables. Les questions embarrassantes n'ont généralement pas de réponse. L'entretien de la condition physique ou, plus exactement dans ce cas, de la condition de combattant, était une préoccupation majeure du grade prenant le pas sur l'alimentation politique. Jusqu'à 2/3 du temps d'entraînement était de consacrer à des exercices visant à endurcir le corps, et cela s'appliquait aussi bien aux filles qu'aux garçons. Le sport joue un rôle prépondérant dans ce processus, mais seules les disciplines ayant un rapport avec la préparation militaire en profitent. Les jeunes hitlériens ne pratiquaient ni le patinage sur glace, ni le golf, ni le tennis. En revanche, beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés au tir et à la marche, ainsi qu'à la boxe, à la lutte, à l'athlétisme et à la course de fond. Ces activités permettent de former des recrues saines et robustes qui seront utilisées plus tard dans les forces armées. Il y avait aussi le sport plus inhabituel du lancer de massue. Ce sport particulier était l'une des exigences en matière de compétences. Il est intéressant de noter que les massues utilisées ressemblaient directement aux grenades à main de la Wehrmacht, ce qui explique pourquoi ce sport était si demandé. Au début, le cyclisme était populaire en tant que sport à part entière, comme alternative. Les prix d'aptitude de différents niveaux étaient décernés aux garçons et aux filles qui atteignaient un niveau spécifié pour leur âge. Ces résultats étaient consignés dans un registre, accompagné d'une note spécifique dans les registres politiques et officiellement approuvée par le gouvernement. Une compétition sportive nationale était organisée pour désigner, dans chaque sport, la meilleure équipe ou le meilleur individu de toute la course. Chaque concurrent ayant obtenu le nombre de points requis recevait un certificat impressionnant. Il recevait également des insignes très convoités qu'il pouvait porter avec fierté pendant le reste de l'année. Hitler exigeait de ces jeunes qu'ils soient aussi rapides que les lévriers, aussi résistants que le cuir et aussi durs que l'acier brut. Le programme d'incidents sportifs conventionnels y contribuait certainement, mais il existait bien d'autres moyens d'endurcir un garçon, tant au niveau de l'esprit que du corps. Le manuel d'entraînement officiel de la jeunesse hitlérienne présente un grand nombre d'exercices physiques et d'activités de type ludique. Ces activités pouvaient être effectuées en solo, par 2 ou 3, ou par des équipes de n'importe quel nombre. Elles comportaient souvent un élément de combat ou de contact. En outre, les culbutes et la gymnastique au sol étaient impopulaires et constituaient souvent une démonstration dramatique lors d'occasions publiques. Les courses d'obstacles étaient organisées sur des parcours permanents comportant des éléments difficiles tels que des murs élevés, des fossés profonds et des poteaux le long desquels il fallait courir ou sous lesquels il fallait passer. Sur un site temporaire, on utilisait tout ce qui tombait sous la main, chariots de ferme, tonneaux ou autres, que d'autres garçons pouvaient utiliser pour sauter ou ramper. Ces exercices sur le terrain pouvaient prendre de nombreuses formes et impliquaient aussi bien un seul Kameradschaft ou Jungenschaft que plusieurs centaines de garçons. Ces jeux avaient généralement un caractère militaire et se déroulaient partout où l'on pouvait trouver de l'espace. Les jeux de guerre étaient courants et populaires auprès de la plupart des garçons, mais pas de tous. 2 unités identifiées par la couleur du fil mural noué autour d'un bras s'affrontaient.
Le Führer avait déclaré qu'il voulait une jeunesse cruelle et inébranlable, et les tests de courage étaient donc une activité courante. Le sport était un élément très important des jeunesses hitlériennes car, d'une part, les jeunes y prenaient beaucoup de plaisir, et d'autre part, l'essentiel était d'avoir un corps et un esprit sains. Les personnes qui ont rencontré les Allemands pendant la guerre ont dit qu'il y avait une très mauvaise comparaison entre la santé des jeunes Allemands et celle des soldats anglais qui s'opposaient à eux. Les jeunesses hitlériennes avaient fait du sport en plein air, tandis que les enfants anglais avaient vécu dans des villes enfumées, mal nourris, etc. L'objectif des Allemands était de produire un bon soldat, endurant et en bonne santé, qui ferait ce qu'on lui dit et continuerait à le faire même dans des conditions difficiles. Le sport faisait donc partie intégrante de l'exercice. Encore une fois, il était très important d'organiser de grands spectacles. Ils organisaient de grandes réunions sportives où tout le monde arrivait et où les dirigeants de toutes les organisations nazies faisaient une apparition, ce qui créait une formidable atmosphère de solidarité. Les filles faisaient beaucoup de sport, mais aussi des exercices de danse. Elles sortaient toutes avec leurs cerceaux et 500 filles faisaient ceci et cela, en rythme et en temps. C'était très spectaculaire. Un peu comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aujourd'hui. Et tout cela pour montrer que nous sommes tous ensemble, que nous sommes l'avenir de l'Allemagne. C'était le grand cri des jeunesses hitlériennes. Nous sommes l'avenir de l'Allemagne, ce qui, bien sûr, était littéralement vrai. Pendant le mandat d'Hitler, la marche est devenue un passe-temps national pour les nazis. Elle était encouragée pour créer un sentiment d'unité au sein des organisations du parti et pour démontrer la puissance du parti à ceux qui ne l'avaient pas encore rejoint. C'était également une forme de discipline utile qui permettait de développer les muscles nécessaires à un futur soldat. Ironiquement, à cause de ces marches, un grand nombre de jeunes recrues des jeunesses hitlériennes dans la Wehrmacht ont été rejetées parce qu'elles avaient les pieds plats. Pendant les marches, les jeunesses hitlériennes avaient l'ordre strict de ne pas saluer ni même reconnaître les personnes qu'elles connaissaient, et cela s'appliquait même à leur propre famille. Une partie importante des marches des jeunesses hitlériennes était la Fahrt, ou voyage, qui envoyait des milliers de jeunes des deux sexes à travers toute la patrie. Le petit voyage, Kleiner Fahrt, durait 36 heures avec une nuit d'arrêt dans une auberge ou sous la tente. Cette marche faisait partie intégrante des tests de compétences. La grosse Fahrt, le long voyage, qui se fait à pied ou à vélo, peut durer jusqu'à 1 mois ou plus et peut inclure un voyage en train ou en bateau. Une journée de marche moyenne dépasse largement les 25 km. Les nuits sont passées dans divers types d'hébergements. Une certaine forme d'aventure était également prévue dans le programme du voyage. L'un des principaux objectifs de ces voyages était d'aider les jeunes à mieux connaître leur propre pays et ses anciennes gloires. Les bâtiments historiques se sont souvent visités, en particulier ceux qui ont un passé sanglant ou noble.
Auf dem Königlichen Platz in München, la plus grande marche de l'année des jeunesses hitlériennes était der Marsch zum Führer. À partir de 1935, chaque unité des jeunesses hitlériennes du Reich a fait défiler son drapeau à Nuremberg devant Hitler lors des célébrations du Reichsparteitag. Les porte-drapeaux devaient parcourir de grandes distances, accompagnés d'une escorte et souvent d'une fanfare. Ich melde Ihnen 5000 BDM-Medel und 52.800 Hitlerjungen zum Parpell angetreten. J'ai trouvé 5000 BDM-Medel et 52 800 enfants d'Hitler pour les aider. Chaque année, les règlements de la jeunesse allemande sont renforcés. De plus en plus, nous devons renforcer et soutenir leur action dans la lutte contre le terrorisme.
le bilan des jeunes Allemands, tous égoïstes, m'aide à comprendre, avec vous et à travers les partenariats du Reich, la masse de millions d'enfants et de jeunes Allemands dans tout le Reich. Les époques se succèdent et se dégradent. Les générations s'affrontent de souvent, sans se rendre compte qu'il s'agit là d'un problème majeur à résoudre, voire à éviter. Notre génération a la volonté d'aider le peuple à s'épanouir et de l'aider à s'épanouir. Nous sommes aujourd'hui les enfants d'un grand groupe historique qui, souvent, au cours des siècles, ne s'est pas effondré. Nous sommes nous-mêmes, au cours de ces dernières années, les pionniers de ce nouveau grand pays qu'est l'Allemagne. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont sans équivoque. Comme toujours, nous ne sommes pas éduqués dans les anciennes générations, mais nous le serons de plus en plus. In diesen Jahren Kämpfer gewesen für dieses neue, größere Deutschland. Unermesslich sind die Aufgaben, die uns gestellt sind, die immer sind wir nicht erzogen in den alten Generationen, sondern es wird erzogen immer und immer. Si la confiance de mes concitoyens n'est pas encore acquise, je souhaite que le prochain Führer mette la main sur un peuple qui soit à la fois uni et uni dans l'action. C'est pourquoi je me sens garante de toutes les jeunes filles et de toutes les jeunes femmes et de tous ceux qui, dans les pays allemands, ont toujours fait preuve de la plus grande générosité à l'égard du peuple allemand. Et c'est ce que je me dis. Gewissenhaft und opferbereit. O wahr mir Gott helfe.
Nuremberg, the return journey was made via Landsberg to attend the huge torchlight ceremony to commemorate Adolf Hitler's incarceration in the fortress there. Dès les premiers jours, le camping était une partie importante du programme des jeunesses hitlériennes, le camp d'été étant le point culminant de l'année. Les camps se déroulaient généralement sous toile, dans des chapiteaux, des tentes à clochettes et des abris plus petits construits par les garçons eux-mêmes. La discipline était évidente. Les exemples les plus rigides sont les lignes droites de tentes placées avec précision. Dans les camps les plus importants, la cuisine tendait à être centralisée. En utilisant la cuisine de campagne de type militaire. Les repas étaient repris sur des tables, fabriquées en creusant des tranchées pour les pieds des convives. Au centre du camp se trouvait la cheminée et des tranchées similaires étaient creusées autour du feu de camp. Oui. Voyons si nous pouvons chanter une chanson allemande ensemble. Vous connaissez la chanson de Bolola, n'est-ce pas ? À partir de 1934, un grand nombre de garçons et, plus tard, de filles ont été envoyés dans des camps à la campagne pour travailler dans les champs. L'une des principales activités des jeunesses hitlériennes était ce que l'on appelait le Landjahr, ou l'année de la terre.
En fait, les jeunes partaient de vivre dans des foyers et travaillaient dans les fermes locales pendant environ 8 mois. En fait, les jeunes partaient de vivre dans des foyers et travaillaient dans les fermes locales pendant une période d'environ 8 mois au cours de l'année. Je pense que c'était en grande partie une façon de faire face au chômage. Il s'agissait de jeunes qui allaient arriver sur le marché du travail et si on les gardait à l'extérieur, c'est qu'ils faisaient un travail utile et qu'ils ne traînaient pas dans les rues sans trouver d'emploi. They might well have sentries at the gate presenting arms with shovels because they were working on the land. I have a photograph of J'ai une photo d'un groupe de jeunes, 45 je crois, et de 20 paires de gants de boxe alignés, montrant l'équipement dont ils disposaient. C'était un moyen de leur trouver un emploi et d'aider les fermiers, et les filles passaient une période similaire sur les terres. Les jeunes étaient souvent envoyés dans les régions orientales pour organiser l'agriculture dans les parties occupées de la Pologne, et ainsi de suite, et un jeune de 17 ans était censé aller dire aux fermiers polonais comment gérer leur ferme correctement, ce qui n'était pas toujours très populaire ou très facile à faire. And that wasn't always very popular or very easy to do. Overseas children of German nationals were encouraged to become members of the Hitler Youth, and in so doing, taking part in the homeland struggle. Membership was also open to foreign nationals who were sympathetic to the Nazi ideal. There were units in Europe. Il y avait des unités en Europe, en Afrique du Sud, au Brésil, en Amérique, en Asie et même en Australie. Bien qu'au début de la guerre, beaucoup de ces activités nazies aient été interdites, de nouvelles organisations ont été créées dans de nombreux pays occupés. Le rêve de Baldur von Schirach était d'unifier toutes ces organisations, ainsi que la jeunesse italienne, en une vaste et grandiose Ligue européenne de la jeunesse. Les jeunesses hitlériennes étaient très soucieuses de recruter des personnes d'origine allemande, de parents allemands, ou même plus éloignés que cela dans les pays étrangers. Elles tenaient également à ce que ces jeunes reviennent et visitent la patrie. All over the world you would find these so-called Auslands Hitlerjugend, the overseas or foreign units. In America, there were a lot of them. China even had them. Australia, all over the world there were. In fact, even in England, there was a small. Il y avait même une petite unité en Angleterre. Je n'ai pas pu trouver grand-chose à ce sujet, mais j'ai découvert par hasard que le chef du mouvement anglais des jeunesses hitlériennes avait été tué en Russie. En Russie, mais l'idée était que nous étions tous des Allemands et que nous allions potentiellement prendre le contrôle des pays. C'était une très bonne idée d'avoir une organisation sur place et, avec un peu de chance, ces jeunes garderaient un œil et apprendraient des choses sur leur pays qui seraient utiles aux Allemands lorsqu'ils arriveraient. To here. De la même manière, l'Allemagne effectuait de nombreuses visites dans d'autres pays étrangers et on disait aux jeunes de garder les yeux ouverts et de bien observer les ponts ferroviaires et autres choses, et peut-être qu'un jour, vous y retournerez en tant que soldat et vous saurez que le pont routier a été détruit jusqu'à ce que, à 3 miles en aval de la rivière, il y ait un pont ferroviaire que nous pourrions emprunter. En d'autres termes, ils pratiquaient une sorte d'espionnage de bas niveau et de collecte de renseignements. Tout cela faisait partie du grand plan selon lequel l'Allemagne allait s'étendre de plus en plus loin et que nous aurions nos petites unités actives là-bas. Des jeunes trop jeunes pour combattre ont pris la place des hommes qui avaient été enrôlés dans les forces armées. Ils ont repris leur travail dans les services postaux et télégraphiques, les chemins de fer, les tramways, la police et comme coursiers pour les forces armées. Les filles ont aidé dans les hôpitaux ou dans le cadre de l'aide à la famille. Pratiquement tous les aspects de la vie civile qui ont souffert d'une perte de main-d'œuvre au profit des forces armées ont échappé au champ d'action des jeunesses hitlériennes.
Bien qu'à la fin de la guerre, les jeunesses hitlériennes comptaient près de 10 millions de garçons et de filles dans un corps très organisé et extrêmement unifié, elles n'ont jamais été réellement dissoutes. Elles ont simplement disparu, comme le reste de la machine de guerre nazie, dans les ruines du Troisième Reich. C'est peut-être parce que le Führer adoré, Adolf Hitler, était mort. Sans Hitler, c'était fini. Le rêve, le fantasme ne valaient plus rien. Les jeunesses hitlériennes sont mortes avec Hitler. La fin du rêve pour les jeunesses hitlériennes, c'est tout simplement qu'elles se sont évanouies dans le néant. Il est évident qu'avec l'arrivée des troupes alliées et russes, les activités ont cessé dans les pays occupés. Beaucoup d'entre eux sont revenus en Allemagne centrale, ils ont été intégrés au Volkssturm, etc. Et finalement, lorsque la paix est arrivée, les hostilités ont cessé. Ils ont tout simplement disparu. Ils ont déchiré leurs uniformes. On raconte la triste histoire d'un garçon qui avait reçu la croix de fer et à qui on avait dit de se débarrasser de son uniforme et de tous, qui montraient qu'il avait un passé militaire. Il raconte qu'il a creusé un petit trou, qu'il y a mis sa médaille et qu'il y avait le document attestant qu'elle lui avait été décernée, qu'il l'a déchirée et qu'il l'a mis dedans. Il ne s'agissait pas d'enterrer uniquement la médaille qu'il avait gagnée au combat. C'est son rêve qui s'en allait avec elle. C'est peut-être Henrietta von Schirach, épouse de Baldur von Schirach, qui résume le mieux la fin de la Hitlerjugend en racontant son expérience de prisonnière la veille de Noël 1945. On m'a donné un seau et j'ai été enterré. On m'a donné un seau et les restes d'un vieil uniforme et on m'a dit de nettoyer les toilettes de la prison. J'ai protesté en disant que le tissu était trop épais et on m'a donné un drapeau déchiré à la place. Le drapeau rouge-blanc-rouge déchiré avec l'insigne noir qui avait été celui des jeunesses hitlériennes. Le drapeau qu'une génération perdue avait porté, aimé et idolâtré.